Bonsoir, nous sommes à la 10e heure de ce direct. Nous sommes donc toujours dans les 24 heures chrono de l'international, chez TV5 Monde. Et nous voici arrivés dans la plus grande ville des Caraïbes, puisqu'elle compte 3,7 millions d'habitants. Paradis des amateurs de cohiba, de partagas, de morito, fans de Compay Segundo, d'Ibrahim Ferrer, vous êtes arrivés à La Havane. Alors, on parle beaucoup de Cuba en ce moment, que ce soit par rapport à l'assouplissement des relations avec les États-Unis, que à propos de certaines rumeurs qu'il y a quant à l'éventuelle mort de Fidel Castro, ce qui est démenti d'ailleurs par les autorités. Alors, pour parler de Cuba, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Isabelle Laude Mazeline. Bonsoir. Vous êtes auteure, vous avez écrit 2 livres sur Cuba. Oui. Vous êtes une amoureuse de Cuba et je vais montrer d'ailleurs ces 2 livres. Il s'agit de Cuba, le chant des sirènes et de Moi, Miosotti, cubaine ou le choix d'une vie. Et à côté d'Isabelle, nous avons Benoît Cronenberg. Benoît Cronenberg, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu 6 ans à Cuba de 2003 à 2009 et vous avez une société qui exporte des véhicules vers Cuba. Voilà, des véhicules et des produits industriels et des produits de l'automobile. Et des produits industriels, très bien. Alors, tout de suite, on va évoquer la présence française à Cuba. Et à ce titre, on va écouter Jean Mandelson, qui est l'ancien ambassadeur à Cuba. Et puisqu'en fait, il vient de changer, je crois, à la mi-décembre. On a changé d'ambassadeur à Cuba. Et Monsieur Mandelson va nous évoquer donc le profil de cette communauté, sachant qu'ils ne sont que 650 à être recensés au consulat. On écoute tout de suite Monsieur Mandelson. Oui, il y a environ 650 Français à Cuba. Bon, la plupart sont dans la province de La Havane, dans la ville de La Havane. Je ne pourrais pas vous dire, quelques dizaines d'expatriés sont soit à Santiago, soit dans la province de Matanzas, un peu à Holguín. Enfin, l'énorme majorité est à La Havane et on est à peu près à 650 personnes, dont 300, 350 inscrits sur les listes électorales. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais enfin, 650 personnes est un chiffre convenable pour la communauté française de La Havane. Voilà, donc pas énormément de Français, mais en tout cas des Français bien intégrés sur place, je crois. Vous qui avez vécu là-bas, comment vous êtes-vous senti intégré ? Écoutez, quand on vit à La Havane, on doit prendre un certain temps, quand on arrive, quand on est jeune, nouveau expatrié, pour s'habituer un peu au système de la vie locale, la façon d'accéder aux produits, la façon de réagir avec les gens. Mais après, on se sent très bien en général. Les gens qui habitent Cuba apprécient beaucoup. Je sais que vous y êtes allé à de nombreuses reprises puisque vous êtes fan de Cuba. Et qu'avez-vous à dire justement sur ce sujet aussi ? Nous sommes très bien accueillis, oui. Pas de problème. Les gens sont gentils. Les gens sont gentils avec nous, ils sont ouverts, accueillants. Et surtout, ils aiment la France. Et visiblement, ils aiment la culture française. Vous avez une petite idée de la raison pour laquelle le français est si bien accepté ? C'est peut-être dû, je pense, à la présence des alliances françaises dans les 2 principales villes, à La Havane et à Santiago. Oui, c'est vrai, il y a un très fort pôle culturel. Et tout à l'heure, à ce propos, vous m'avez dit quelque chose d'assez révélateur quant à l'amour du français dans cette ville. Il s'agit en fait d'apprendre à bas coût une langue. Alors, je ne dirais pas que c'est pour l'apprendre à bas coût, je dirais plutôt que c'est une langue dont l'enseignement est accessible. Les Cubains peuvent s'inscrire facilement à l'Alliance française. C'est une alliance qui est très bien organisée, très bien gérée, et où chacun peut trouver l'opportunité d'apprendre une langue étrangère à un bon niveau de professeur, etc. Je crois même que c'est une des plus importantes à La Havane, il me semble, de toutes les alliances françaises. Oui, alors donc c'est une alliance qui est très importante, qui a beaucoup d'étudiants, qui est active sur 2 sites de l'île. Vous savez que c'est une très longue île de plus de 1100 km, donc il y a une alliance à Santiago, il y a une ou 2 alliances à La Havane. Et c'est impressionnant parce qu'on rencontre effectivement par la suite dans la vie du travail, dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens qui parlent français et qui aiment la France, qui sont très intéressés, effectivement. La jeune femme dont vous parlez d'ailleurs dans votre livre a appris le français à l'Alliance. Oui, à l'Alliance, oui. Très bien. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette héroïne, Miosotti ? C'est une héroïne, oui, mais c'est une véritable personne. Elle existe vraiment. Elle a fait toutes les démarches. En fait, maintenant, elle est au Canada, à Montréal.
Elle a voulu sortir de l'île pour offrir un avenir meilleur à ses enfants. D'accord. Donc, pendant 6 mois, elle a vraiment très galéré. Elle vit là-bas depuis combien de temps, là, au Canada maintenant Canada, depuis 2 ans et demi maintenant. Depuis 2 ans, d'accord. Donc, elle se perfectionne. Elle était ingénieure informatique à Santiago. Mhm. Donc là, elle se perfectionne en anglais, elle se perfectionne en informatique, puisqu'à Cuba, il n'y a pas autant de logiciels Mhm. qu'à Montréal. Donc, elle suit des cours et des cours et des cours. D'accord, très bien. Donc, Bon, la Havane, c'est quand même aussi une histoire d'ambiance. Tous les Français qui sont allés en parlent, et avec plaisir. On va écouter Stéphane Ferrux, qui est directeur d'une agence de voyage, Cuba Autrement, nous décrire l'ambiance de la Havane. À la Havane, bonne ambiance, comme on l'imagine. La musique, la danse, les bars. Malgré ces 3 millions d'habitants, on a une sorte d'ambiance de village. Quand on sort, on rencontre toujours les mêmes, ou pratiquement. Très sympathique. L'image des Cubains très avenants, elle est bien réelle. Donc quand on choisit son ambiance, quand on aime certaines musiques, certaines œuvres théâtrales ou parties de l'art, c'est facile de rencontrer une ambiance agréable et on se sent à l'aise simplement, voilà. Quand il dit qu'on a l'impression de connaître tout le monde très très vite, c'est vrai ? Alors, c'est étonnant, évidemment, quand il dit ça, parce qu'on est effectivement dans une ville de 3 millions d'habitants. Hein. Alors, bon, ce qu'il veut dire par là, je pense, c'est que les gens qui ont l'accès en pouvoir d'achat pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller dans les bars, dans les restaurants, mais ça, c'est quand même encore une communauté relativement réduite. Hein. Je crois que c'est à ça qu'il fait référence. Mais le Cubain, il adore faire la fête, il adore sortir, il adore aller chez ses amis. Les Cubains se visitent l'un l'autre. Toute opportunité est l'occasion de célébrer. Et donc, je dirais, celui qui sort, il est souvent dans un milieu, mais ça, c'est sans doute vrai un peu partout. Vous viviez dans quel quartier à la Havane ? Moi, je vivais dans le quartier qui s'appelle Playa. Si vous voulez, la Havane, c'est une grande baie. Et Playa, c'est tout à fait un côté. Alors, vous avez Havana del Este de l'autre côté. Vous avez le centre Havana et puis le vieux Havana, qui est un peu le milieu. Là où il y a la cathédrale, la fameuse cathédrale. Voilà, la cathédrale, elle est justement sur la frontière entre le centre de la Havane et puis le vieux Havane. D'accord. Vous viviez dans un appartement, dans une maison ? Je vivais dans une maison avec ma famille, une très chouette maison, très sûre, très agréable, de plein pied. Et vos enfants donc allaient au fameux lycée français ? Tout à fait. Mes enfants étaient au lycée dans la petite école. Voilà. D'accord, très bien. Ils ont été heureux là-bas ? Mes enfants étaient très heureux. Ma femme et moi-même, on était très heureux, en bonne relation avec notre voisinage aussi, avec un voisinage cubain. Donc vraiment une intégration qui est très agréable pour une famille qui a des moyens, des moyens financiers. Donc on ne peut pas non plus comparer notre vie à celle de tous les habitants de la Havane. Bien sûr, Donc bien je sûr. parle de la vie d'un étranger qui a un statut de résident, qui a un travail qui lui proportionne des revenus adéquats. Oui, j'imagine que pour le Cubain qui vit à Cuba, c'est pas toujours la même, non, pas du tout, non. la même histoire, Non. malheureusement. En termes de sécurité, ça se passe comment ? C'est très sécure, pas trop sécure ? Vous vous êtes jamais senti insécurisé ? Donc, en termes de sécurité, vraiment, je pense que c'est quelque chose de tout à fait formidable à Cuba. On se sent vraiment en sécurité. Il y a vraiment pas de risque de souffrir d'actes de violence. On n'a pas l'impression qu'on va se faire voler, ni même dans sa maison. Alors, il y a aussi un contrôle sérieux. Donc, il y a une présence policière et il y a une présence aussi informelle d'organisation dans la ville qui fait qu'il n'y a pas tellement de débordements. Donc, de ce côté-là, vraiment, je pense que pour avoir vécu aussi dans d'autres pays, c'est un pays tout à fait formidable. Oui, parce que là, on parle bien sûr, quand même une émission qui s'adresse à des Français qui voudraient partir là-bas. Donc, effectivement, ils n'ont peut-être pas le même sort. Non, mais eux n'ont pas ce sentiment de sécurité par rapport à vis-à-vis de nous. Moi, je sais que quand on dînait chez nos amis le soir, on logeait à 100 mètres Vis-à-vis de nous, chez eux. ils ont peur des Français ? Non. Non. Ils ont peur des Cubains vis-à-vis de la réaction qu'ils peuvent avoir par rapport à nous. Ils nous faisaient toujours À raccompagner. nous, Français. Ils nous faisaient toujours accompagner à notre chambre. On était à 100 mètres de leur Vous étiez maison. dans quel quartier ? C'était pas à la Havane. Mais D'accord. ils nous faisaient quand même raccompagner
de peur qu'on se fasse agresser. Ah oui. Mais moi, j'étais à la Havane aussi et à Cuba et j'ai jamais ressenti quelques dangers que ce soit. Je ne me sentais pas en insécurité non plus, mais... Bon, c'est sûrement parce qu'ils vous aiment beaucoup, beaucoup. Ils ne voulaient pas qu'il vous arrive. Je pense. Ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Très bien. On va parler du coût de la vie. Mais avant de parler du coût de la vie, on va écouter une vidéo avec toujours Jean Madelson, notre ex-ambassadeur à Cuba, qui quelque part va nous expliquer un petit peu les conséquences de l'embargo sur le coût de la vie. Isabelle Lowe-Mazeline, merci d'avoir été avec nous. Moi, je vous en prie. On envoie la vidéo et puis après, on va parler de tout ça. La difficulté de l'accès à Internet, la difficulté de se produire, d'acheter des produits, parce qu'à Cuba, toute technologie qui contient plus de 10% de technologie américaine, toute machine est interdite. Donc trouver toute une série depuis l'autobus, l'avion, enfin les avions sont du Polef ou des Ilyushin, parce qu'Airbus ne peut pas vendre d'avions à Cuba parce qu'il y a plus de 10% de technologie américaine. Et dans la vie quotidienne, vous avez toute une série de difficultés permanentes, constantes, imprévues. Parce que, je ne sais pas, telle personne veut payer la scolarité de son enfant au lycée français, par exemple, ou au lycée international, et a payé d'un coup une somme qui fait que ça a attiré l'attention du Trésor américain parce que c'est payé en dollars. Et du coup, pour ce simple paiement de scolarité, son compte en banque est intervenido, comme on dit, c'est-à-dire un peu une intervention sur le compte. Des choses comme ça dans la vie quotidienne. L'embargo demeure présent. Aucun Cubain, aucun habitant de Cuba, qu'il soit cubain ou étranger, qu'il soit diplomate ou qu'il ne soit pas diplomate, ne peut éviter ce qu'est la vie normale de Cuba. Très bien. Lucius, bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, merci. Lucius Meda, vous êtes avocat, vous êtes au barreau de Miami, au barreau... Dites-moi tous les barreaux. De New York, du Canada, de l'Illinois, donc plusieurs barreaux. Beaucoup de barreaux, vous avez des correspondants un peu partout. Oui. Vous êtes spécialisé notamment, je dirais, dans le droit international. Oui, notre étude, l'axe international, est spécialisée dans le droit international. On a des bureaux en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Russie. Voilà. Et donc, vous aidez certaines entreprises à développer des affaires à Cuba. Exactement. Et nous avons également donc Benoît Cronenberg qui est toujours avec nous. Donc on vient d'entendre cette vidéo. On parle de l'embargo. Quel est son impact sur le coût de la vie? Alors je m'adresse à vous, Benoît, qui avez vécu sur place 5 ans. Ça se traduit comment au quotidien? Au quotidien, déjà, on n'a pas accès aux produits nord-américains, d'origine nord-américaine. Alors, si on devait y avoir accès, ces produits auront dû passer par un autre canal que le canal le plus normal, c'est le canal direct. Du coup, ça va renchérir énormément leurs coûts. Mais ça reste, on va dire, un nombre de produits relativement limité, puisqu'il y a un embargo, qu'il est très fort et très efficace. Alors, par ailleurs, ça néanmoins, ça va aussi avoir des impacts sur les autres produits et sur les autres coûts de la vie, puisque de façon indirecte, eh bien, ça va fausser le jeu de la concurrence. Et ensuite, il y a un impact non négligeable sur le coût financier. Alors, un dernier impact qui, je pense, n'est pas négligeable, c'est que, naturellement, les États-Unis sont le premier partenaire commercial de Cuba, puisqu'on est vraiment très proche, et que Cuba en est totalement coupé. Donc, son exportation de produits sucriers, son exportation de tourisme, son offre de tourisme, tous ces produits ne seront pas vendables sur le marché nord-américain. Bon, enfin, avec l'assouplissement, on peut imaginer que peut-être, d'ici quelques temps, on va observer une levée de cet embargo tout ou partie. Qu'en pensez-vous, Lucius? Définitivement, président Obama a déjà pris plusieurs pas dans cette direction. Il a allégé les règlements d'une façon assez substantielle, au point où, par exemple, maintenant, les Américains même peuvent voyager à Cuba. Oui. Oui. Et il y a un an, il a aussi ouvert les portes, puisque beaucoup de Cubains sont arrivés à Miami. Exactement. Parce que je crois que pendant un an, ils ouvraient les... Ils laissaient partir un certain nombre de Cubains. Exactement. Il y avait des mesures prises des deux côtés. Il y a 1 ou 2 jours, Cuba a libéré 53 prisonniers politiques, ce qui était sur l'agenda américain pendant longtemps.
Donc il y a vraiment une volonté de part et d'autre de sortir de cet embargo. Et il y a un de nos conseillers, Maître Zamora, un des très célèbres avocats cubains-américains, est en train de faire un peu de lobbying auprès du gouvernement américain pour essayer de de normaliser les relations entre Cuba et les États-Unis. Et il me dit que c'est probable que ça va se faire dans un futur non lointain. Et il serait dans l'air d'ailleurs que les États-Unis réouvrent une ambassade à La Havane. Hein. Absolument. On ne sait pas le délai, mais c'est à l'étude et c'est quand même le Congrès qui décidera en fait. C'est-à-dire que c'était déjà approuvé par le président. Oui, le Congrès va avoir son mot à dire, mais c'est certain que ça va se faire. C'est quand même une... Ah oui, c'est un pas en avant. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Aussi, si je pourrais juste ajouter, le fait que les citoyens américains peuvent maintenant partir au Cuba, prendre leurs vacances là-bas, analyser le pays, etc., rechercher, etc., ça va faire une ruée vers Cuba. Mais c'est surtout des gens de Miami, c'est tellement proche en plus. Exactement. Et il y a à peu près 2 millions d'anciens Cubains et leurs fils, filles, etc., qui vivent à Miami, dont le cœur bat pour La Havane, pour Cuba. Et c'est d'ailleurs étonnant, et ça on va le dire très vite parce qu'après il va falloir qu'on lance le sujet suivant. Comment comprenez-vous que les Cubains de Miami n'aient pas apprécié justement l'assouplissement de ces relations? Pourquoi il y a eu des réactions aussi négatives? Au début, il y avait l'ancienne génération, la génération qui a connu Fidel Castro, Peter Pan, la fameuse génération Peter Pan. Qui avait exproprié leurs biens, qui les a laissés sans un sou et les a expulsés, pour ainsi dire, du Cuba. Bien sûr, il y avait beaucoup d'amertume et ça explique leur position. Mais leurs fils et filles qui sont nés aux États-Unis ou qui sont venus la jeune génération n'a pas la même optique. Et plutôt heureuse. Oui, plutôt heureuse parce que la culture cubaine, comme on a déjà mentionné, est très vivace, la musique, l'art, etc. Donc, eux veulent retrouver un peu leurs racines et il y a un grand mouvement vers Cuba aux États-Unis actuellement. Alors, on vient de dire beaucoup de bien de Cuba. Alors, la question à laquelle on va répondre dans le prochain plateau, c'est faut-il investir à Cuba? On fait une pause et on se retrouve tout de suite après. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau de l'émission consacrée à Cuba, j'ai à mes côtés Lucius Meda, qui est toujours avocat, et Benoît Cronenberg, qui a vécu donc 5 ans à La Havane. Alors, on se posait la question tout à l'heure, effectivement, faut-il investir à Cuba? Qu'en est-il de cette ouverture économique qui se dessine? Alors, je crois que est-ce une opportunité pour les investisseurs? Alors, je crois qu'on peut parler de cette ouverture en deux phases.
d'abord cette fameuse loi pour les investisseurs. Quelle est-elle, Lucius? Qu'est-ce qu'elle permet d'imaginer de positif? Oui. Dernièrement, une nouvelle loi garantit l'investisseur étranger d'abord... Sauf américain. Non, y compris américain. Y compris américain. Tout investisseur de n'importe partout au monde, que d'abord, il n'y aura pas d'expropriation sans compensation juste. Deuxièmement, que les entreprises étrangères n'ont plus besoin d'avoir des partenaires cubains. Donc, des Américains, par exemple, pourraient détenir 100% d'une entreprise cubaine selon la loi cubaine. Maintenant, selon la loi américaine, ce n'est pas encore permis, mais c'est en voie d'être examiné. Quatrièmement, le rapatriement des bénéfices, troisièmement, le rapatriement des bénéfices par voie de dividendes ou intérêts est admis en devise complètement convertible, donc en devise normale, et sans impôt. C'est formidable tout ça. Ah oui, et puis on parlera des risques après. Hein, oui. D'abord les bons côtés. Quatrièmement, un point très très important, c'est que pendant 8 ans, il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices gagnés sur un placement, un investissement à Cuba par un étranger. Et donc les investisseurs vont arriver en masse là. C'est ce que espère le gouvernement cubain. Ils ont vraiment besoin d'investissements étrangers. D'accord. Alors, Benoît, parlez-nous un petit peu de cette zone franche, la fameuse zone Mariel, une espèce de mégaport. Comment ça fonctionne? Alors, c'est effectivement un mégaport avec juste à côté toute une zone. 100 km de 100 carré. 100 km carrés, donc c'est vraiment énorme, qui est réparti en plusieurs zones selon le type d'activité. Et alors, vous pouvez présenter un projet industriel ou même de service, et vous le soumettez à ce moment-là à un comité d'approbation, qui est, je crois, effectivement, comme vous l'expliquez, lié au Conseil d'État. Et vous êtes donc tout à fait en mesure de pouvoir investir, ensuite monter votre entreprise, produire localement, vendre localement ou exporter. Donc c'est vraiment un contexte tout à fait favorable pour faire des investissements. On peut embaucher. On peut embaucher. Alors il y a des systèmes, il y a des mécanismes auxquels on n'est pas toujours habitué. Par exemple, il faut passer par une agence qui va vous fournir vos ressources humaines. Une NPE locale. Enfin, voilà, on peut faire un aspect de parallèle, effectivement. Donc il y a des mécanismes à suivre, mais néanmoins, on engage qui on veut et on les paye aussi avec un système de salaire qu'on va établir de façon normale, comme on le fait ici. Et au niveau du droit du travail, c'est pas plus contraignant que le droit du travail français? Non, absolument pas. On paye donc des cotisations sociales, on paye un salaire, et alors il y a un salaire brut, un salaire net, et les travailleurs bénéficient d'une couverture. Couverture sociale. Une couverture sociale. D'accord, très bien. Par rapport à des clients que vous avez qui ont investi sur place, quelles sont leurs activités? Qu'est-ce qui ressort le plus? Des clients européens recherchent surtout l'immobilier, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Les secteurs un peu classiques. Les secteurs. Actuellement, je reviens de Berlin où il y a un client allemand qui voudrait importer des vieilles voitures cubaines vers l'Europe parce qu'il y a pas mal de voitures antiques parmi eux, et pour les refaire et puis retaper et les revendre à un gros prix. Vous qui en exportez des flambants neufs, vous pensez que c'est une bonne idée, ce que veut faire l'Allemand? Écoutez, roule-t-elle encore? Elles roulent, elles sont souvent remotorisées. Mais parce qu'ils sont très bricoleurs aussi. Ils sont très bricoleurs, ils ont dû effectivement agir pour s'en sortir, donc il a fallu effectivement être inventif. Oui. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Bon, ça c'est le jugement du businessman qui va le faire. Moi, je ne pense pas que ce soit une super bonne idée, mais bon, c'est mon avis. Je pensais en vous regardant. Très bien, on va faire une petite pause et puis on va se retrouver pour justement... étudier un petit peu ensemble quelques secteurs qui pourraient être porteurs sur la zone.
En janvier 2016, les 24 heures chrono de l'International fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5 Monde, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'International continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. Nous revoilà donc sur le plateau de l'émission consacrée à Cuba. J'ai toujours Benoît Cronenberg à mes côtés et Maître Lucius Meda. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on va évoquer quelques secteurs porteurs. Et à ce titre, on va tout de suite écouter un sujet qui est de Stéphane Ferrux, qui est directeur général de Cuba Autrement, une agence de voyage. Voilà un exemple d'ailleurs d'un secteur qui marche là-bas. Il va nous parler du système de la santé, mais c'est en fait pour déboucher sur autre chose. On va l'écouter. L'inconvénient, c'est que les étrangers qui arrivent ici, on aura tendance à les mettre dans le tiroir étranger, différent des Cubains. Il faut lutter un peu contre ça, il faut aller de l'avant, il faut essayer de participer à la société, mais si on fait l'effort, voilà, on s'intègre très rapidement. On a dû faire une petite erreur de sujet. On devait écouter Monsieur Ferrux, qui a une agence de voyage qui s'appelle Cuba Autrement, et qui justement allait nous parler d'un secteur sur lequel il faut peut-être se pencher. On va l'écouter tout de suite. Eh ben non, on ne l'écoutera pas. Eh bien, c'est pas grave, on va parler ensemble d'un secteur, d'une niche qui serait à exploiter selon vous, Benoît. Il s'agit donc de l'industrie pharmaceutique. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu pourquoi. Mais écoutez, ce qui est très intéressant à Cuba, c'est qu'au fil des années, l'État a poussé l'industrie pharmaceutique à se développer et à chercher peut-être dans des voies qui n'étaient pas explorées par les grands laboratoires internationaux. Et aujourd'hui, avec beaucoup de succès, eh bien, Cuba a des produits à proposer, des produits originaux. Et il y a une interaction qui se fait avec les laboratoires, justement, les investisseurs dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Et je pense que c'est vraiment un secteur très porteur à Cuba, d'autant pour l'industrie française, qui est elle-même spécialisée dans l'industrie pharmaceutique. On pourrait donc envisager une industrie, de monter une industrie pharmaceutique là-bas, ou plutôt d'importer ou... Les deux sont envisageables. Hein. Donc, il existe aujourd'hui déjà des industriels français qui font des collaborations avec des laboratoires cubains pour importer leurs produits, pour les faire valider sur le marché européen ou les marchés internationaux. Ça, c'est une première façon de travailler. Mais il y a aussi tout ce qui est le savoir-faire des prestataires de services qui sont liés à l'industrie pharmaceutique, hein, qui ont tout à fait un marché accessible et des services à proposer à une industrie locale qui est performante. Après, bon, on a quelques secteurs comme le bâtiment, vous me l'avez dit tout à l'heure, Lucius. Parmi nos clients canadiens et russes, ils s'intéressent énormément aux projets d'infrastructures énergétiques et télécommunications. Cuba a besoin dans les trois domaines d'énormément d'équipements nouveaux et de hausser la performance de leur infrastructure au niveau international. Mais en termes d'équipement technologique, par exemple, il y a forcément, à mon avis, un problème dès qu'il y a embargo avec les US, parce que
Ne serait-ce que pour avoir un produit Apple, bon, je pense que ça... Oui, mais il y a, par exemple, des sociétés de télécommunications canadiennes qui, elles, sont libres et peuvent facilement exporter et introduire leurs services et leurs technologies au Cuba. D'accord, très bien. Alors, donc ça, ce sont des secteurs. Alors, la question, c'est aussi la suivante. On a parlé d'investissement immobilier à Cuba. Est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier à Cuba? Est-ce que c'est faisable d'abord? Je pose la question à Lucius. D'accord. Nos clients nous posent la même question et oui, en disant les avocats doivent tout savoir, mais nous leur disons non, les avocats ne savent pas tout. Nous devons être bien prendre beaucoup de précautions parce que les lois dont on parle sont tout à fait neuves. Oui, Cuba a de l'immobilier qui est intéressant, qui depuis une cinquantaine d'années, soixantaine d'années n'a pas été rénové, n'a pas été amélioré. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. L'hôtellerie, les bureaux, les maisons particulières, les appartements, etc. Le problème, c'est que il y a plusieurs risques. Enfin, il y a incroyablement d'opportunités et de profits envisageables. Mais il y a aussi des risques. Et donc, comme tout bon avocat, on leur dit aussi, mais écoutez, il y a aussi des risques. Qu'est-ce qui se passe si Raúl Castro ou le Parti communiste change d'idée? Disons qu'il y a un revirement. Remarquez, des revirements, on en vit un peu partout maintenant. Bien sûr. Des changements de loi, des durées qui bougent, Bien sûr. Il y a aussi le risque des anciens propriétaires qui détenaient le titre à ces propriétés-là ou à certaines propriétés qui vont peut-être revenir et essayer d'imposer leur titre sur les nouveaux acheteurs. Donc pour l'instant, c'est pas recommandé. Non, je dirais procéder avec précaution, employer d'excellents professionnels là-bas. Pour vraiment bien vous défendre, mais parce qu'il y a quand même des risques. C'est faisable et moi-même, j'aimerais acheter quelque chose à Cuba. Donc, et j'y vais dans quelques mois pour analyser plusieurs possibles achats, parce que je suis non seulement avocat, mais aussi investisseur. Donc on en reparle dans 6 mois. Oui, avec plaisir. Peut-être même avant. Alors justement, vous avez évoqué les risques, il ne nous reste pas trop de temps là, mais ça serait bien qu'on puisse juste énumérer 2-3 petites choses. À faire, à ne pas faire. Bon, déjà, on a vu, faut quand même considérer les risques éventuels de changement au niveau de certaines lois. Par rapport à la fiscalité, ça se passe comment? On a dit tout à l'heure pas d'impôt, société... Alors là, tout d'abord, il y a le premier contexte de la loi d'investissement étranger. Cette loi, comme l'expliquait Lucius, eh bien, elle propose toute une série d'avantages fiscaux. D'accord. On l'a déjà évoqué. Même à titre personnel? Même à titre personnel pour l'investisseur, personnellement, s'il s'établit localement. D'accord. Donc je pense que c'est une série de mesures qui sont assez attractives. Par ailleurs, c'est un pays organisé, et donc si vous êtes une entreprise qui travaille sur place, vous participez à des infrastructures, vous payez des impôts. C'est ni exagéré, ni peu clair, c'est bien expliqué dans la loi, donc je veux dire, ça c'est à quelqu'un d'examiner voilà, le contexte de la fiscalité locale. Ça ne me semble pas être quelque chose de particulièrement complexe. Vous, en tout cas, Cuba, vous y croyez? Tout à fait. Vous aussi, Lucius? Oui. Et je dirais que le cœur de Miami bat pour Cuba. Comme j'habite à Miami, forcément, je suis enveloppé par cet enthousiasme et cet espoir que Cuba va se développer d'une façon très positive dans les prochaines quelques années. Pour conclure, on va accueillir une de nos invitées. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été parmi nous. Lucius, vous ne bougez pas. D'accord. On va faire un dernier plateau et juste là, une petite pause pour laisser Madame Abel nous rejoindre.
Rebonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission consacrée à Cuba. J'ai toujours à mes côtés Lucius Meida, vous êtes avocat, le cabinet Lex International, et Jeannette Abel vient de nous rejoindre. Jeannette Abel est politologue, enseignante à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Alors, vous arrivez pour cette conclusion, je vais donc vous laisser la parole. L'idée étant par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quel est le futur de Cuba à court et moyen terme ? À court terme, c'est assez facile de répondre. Moyen terme, un peu plus difficile, et long terme, encore plus difficile. Le moyen terme, c'est 2018. 2018, Raúl Castro a déjà déclaré qu'il ne renouvellerait pas son mandat. Et donc, à partir de 2018, il y aura quelqu'un d'autre qui va être président du pays. Et donc, il n'y aura plus de Castro. Or, depuis maintenant plus d'un demi-siècle, c'est Fidel Castro, Raúl Castro qui ont dirigé le pays et qui ont une légitimité que personne d'autre n'aura désormais. Et c'est une légitimité importante parce que, quels que soient les reproches, les critiques, mais ils ont la possibilité de mener à bien des politiques, des changements politiques, des changements très importants, parce que ce qui se passe avec Raúl Castro depuis 2008, depuis qu'il a été élu président, c'est très important, parce qu'ils ont la légitimité pour le faire. Il n'est pas sûr que leur successeur puisse le faire. Et le chantier qui est à l'ordre du jour, c'est le chantier économique, bien sûr, mais là, ce qu'on appelle l'actualisation du socialisme à Cuba, c'est-à-dire le fait de moderniser, d'ouvrir davantage l'économie, le commerce. Je suppose que vous en avez parlé auparavant. Ça, c'est en cours, mais c'est un processus qui est loin d'être achevé. Sur le plan politique et institutionnel, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de changements. Est-ce qu'il va y en avoir ? Oui, Raúl Castro l'a même annoncé en 2018. D'abord, il y a déjà une limitation des mandats de la présidence à 2 fois 5 ans. Et jusqu'à présent, c'était... Jusqu'à présent, tant que Fidel Castro est au pouvoir, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite. Bon, donc, or, le successeur présumé, enfin, qui est déjà quand même numéro 2 après Raúl Castro, qui est quelqu'un qui a fait une carrière... C'est un modéré ou... c'est impossible de dire s'il est modéré ou pas modéré. Je pense que s'il n'est pas modéré du tout, il ne serait pas là. Dans quelle mesure il est modéré ? Enfin, il a quand même été mis en place, nommé par Raúl Castro. Il a une longue expérience au sein du Parti communiste. Il est patient, en tout cas. Cuba. Oui, il est patient, il est intelligent, c'est ancien ministre de l'Éducation, mais on ne peut pas comparer aux 2 prédécesseurs. Et donc, la question maintenant, c'est qu'on est au début d'un processus de changement économique, mais qui a commencé au début d'un processus de changement institutionnel et politique qui a à peine commencé et qui va se faire dans une situation très contrastée, parce que la normalisation des rapports avec les États-Unis, la libéralisation, l'ouverture déjà à certains investissements étrangers, l'afflux de touristes, parce que c'est ça qui va se passer en provenance des États-Unis, va quand même bouleverser le panorama de l'île et de sa population. Donc face à cela, quel est le projet du gouvernement actuel de Fidel Castro, puis ensuite de son frère? C'est de maintenir le contrôle politique sur l'île, la stabilité pour défendre la souveraineté, pour défendre l'indépendance. Sur ce point-là, j'ai peu de doute qu'il y ait des changements à venir rapidement. Mais sur le plan social, comment la population, qui est déjà en train de se différencier beaucoup, comment la population va-t-elle réagir? Comment la pénétration des capitaux américains? On peut avoir une idée. Donc l'objectif, c'est vraiment 2018. Maintenant. L'objectif, c'est 2018. C'est-à-dire la date qui va... 2018, peut-être avant, peut-être après. Par exemple, là, si la normalisation se fait rapidement, le 20 janvier, il y a une délégation de l'assistante pour l'Amérique latine, nord-américaine, pour commencer les négociations. On va voir quelles sont les ouvertures réalisées sur le plan commercial et sur le plan économique. Alors, ça, c'est une grande question et ça va avoir bien sûr des conséquences. Le problème, c'est de savoir lesquelles et comment la population va éventuellement se diviser à ce propos. Merci infiniment. Malheureusement, notre émission touche à sa fin. De circuler un petit mot pour finir, difficile. Lucius. Non, merci. Je crois tout simplement que Cuba a un avenir très intéressant et
nous espérons tous pour le mieux depuis Miami et depuis, je pense, partout au monde, depuis la France, depuis le Canada. Merci Lucius. Madame Abel, un mot? Je crois que l'avenir, effectivement, est devant nous et que Cuba va être un pays qui va recevoir beaucoup d'apports de l'étranger, qui va s'ouvrir, mais qui va aussi conserver les valeurs politiques et sociales qu'elle a pu construire depuis plus d'un demi-siècle. Merci infiniment à vous deux. Notre émission est terminée et on en a beaucoup parlé des États-Unis. Eh bien, c'est notre direction. Dans quelques minutes, une émission consacrée à New York. Au revoir.